Bonjour à nouveau, nous attaquons la session 8, probablement le point le plus important et le plus délicat dans la mise en œuvre de ces conclusions sur les MTD. La discussion porte maintenant sur le mesurage et surtout sur les incertitudes, un élément qui est difficile à prendre en compte et on va voir pourquoi. Donc on va parler du fait que les bata-L sont exprimés sans incertitude, de la question de l'étalonnage des appareils en ligne, les AMS, avec des SRM, AMS Automated Monitoring System, SRM Standard Reference Method. Le rapport que nous avons commandé à l'INERIS pour nous éclairer sur ces questions, un certain nombre d'exemples de rapports CAL2, c'est-à-dire les rapports effectués par les laboratoires pour l'étalonnage des appareils en ligne, les AMS, avec les méthodes de référence, les SRM. Et puis ensuite, on va essayer de clarifier quels sont les besoins qu'il faut combler pour arriver à satisfaire aux demandes de l'IED à travers les conclusions MTD. Alors, cette slide est importante car on y trouve la liste des problèmes que nous avons identifiés au cours de l'élaboration des brefs par rapport à la question des incertitudes. 1. Les bata-L ont été établis sans tenir compte des incertitudes. Je vais y revenir. 2. Les bata-L sont donnés dans les conclusions MTD sans information sur les incertitudes qui leur sont associées. 3. Les conditions de vérification de conformité des VLE basées sur les bata-L ne sont pas indiquées dans les conclusions MTD, si ce n'est qu'il faut respecter les normes. Donc on ne sait pas comment, mais on doit le faire. Les SRM devraient être beaucoup plus précises que les AMS, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc tout le système d'étalonnage est remis en question par cette observation. Les intervalles de confiance à 95% qui sont donnés dans l'annexe 6 de l'IED s'appliquent en principe aux AMS et à leurs périphériques, mais ils ne prennent pas en compte les incertitudes provenant des appareils d'étalonnage, les SRM, qui inoculent leur erreur dans la lecture de l'AMS puisqu'on a l'obligation d'utiliser les courbes d'étalonnage. On a découvert avec le rapport INERIS que les incertitudes sont beaucoup plus élevées que celles qui sont affichées par les laboratoires dans leur rapport. Le test de variabilité qui valide l'étalonnage CAL2 passe presque toujours si les émissions sont très basses et constantes. Donc on va avoir des résultats donnés par les laboratoires qui disent tout est bon, c'est OK, et de toute évidence, les fonctions qui en sortent parfois ne sont pas du tout satisfaisantes. Une réponse à ça est apportée par l'utilisation de gaz étalon, mais on va voir aussi que ça ne donne pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à très faible concentration, parce que les gaz étalons sont en général injectés à des concentrations sensiblement supérieures à celles qui nous intéressent avec les bata-L. Pour satisfaire les exigences de l'IED en termes d'intervalle de confiance à 95%, l'INERIS a montré qu'il faudrait avoir des valeurs limites d'émission sensiblement supérieures à celles de l'IED. Les bata-L sont des valeurs brutes, sans marge d'exploitation. Ça a déjà été dit, et le risque qui est associé est un risque légal, puisqu'on devons montrer que les installations sont conformes, alors qu'on a un problème d'incertitude qui devient crucial quand les VLE se rapprochent des valeurs d'exploitation. Petit problème pratique, il n'y a pas d'intervalle de confiance 95% pour les nouvelles substances en continu, mercure et ammoniac, et il n'y a pas de règle de soustraction d'incertitude pour les substances mesurées en périodique et à long terme. Voilà, donc je ne dirais pas que ce sont les 12 travaux d'Hercule, mais presque, et chacun de ces problèmes est considérable en lui-même. On va essayer de les regarder rapidement pour prendre conscience des problèmes, et dans la dernière session, nous apporterons quelques propositions de résolution. Donc, extrait des instructions aux exploitants pour remplir les questionnaires pour l'établissement des bata-L. Clairement, il leur était demandé de faire les corrections en pression, température, oxygène et humidité, mais de ne pas soustraire les intervalles de confiance qui n'ont pas été prises en considération lors de l'établissement des bata-L. Dans les bata-L exprimés dans les conclusions MTD,
on n'a aucune information sur les incertitudes qui sont associées. Et non plus sur la façon de calculer des moyennes dans les périodes où il faut vérifier la validité, ni comment on s'assure de la validité des données. D'autre part, pour la mise en œuvre et la vérification, on a l'obligation de respecter les normes, comme je disais tout à l'heure, qui elles-mêmes imposent des règles en termes d'incertitude. Mais elles ne sont, on l'a dit aussi, pas nécessairement applicables. Même la plupart du temps, il n'y a pas moyen de satisfaire aux exigences des normes. Par-dessus le marché, point de vue de la Commission sur le sujet, c'est que les règles pour traiter les données et s'assurer de la conformité ne sont pas nécessairement les mêmes que pour les VLE qui dérivent des BATAL que celles appliquées pour les VLE qui sont données dans l'annexe 6 de l'IED. Et au départ, la Commission considère que ce sont les États membres qui doivent fixer les règles, ce qui n'est pas facile compte tenu du manque d'informations et des incertitudes que nous avons sur tout ça comme exposé précédemment. Donc nous avons, Association professionnelle européenne, demandé à l'INERIS, bien connu, de faire une étude sur les possibilités d'abaisser les VLE. La question était la suivante. Avec les dispositifs dont on dispose aujourd'hui, ou qui seront bientôt disponibles, pourra-t-on satisfaire aux exigences de l'IED et des normes en vigueur si les VLE sont abaissés au niveau de BATAL inférieur aux VLE actuels? La question est d'importance, parce que si je résume la situation, nous sommes actuellement, comme sur le graphe de gauche, avec une VLE qui donne une marge importante par rapport aux valeurs en exploitation. Sur le dessin, vous voyez en entièreté la valeur véritable supposée. Évidemment, on ne la connaît pas, mais on admet que c'était celle-là. Le premier petit pavé à gauche indique quel est le maximum toléré par la norme pour les incertitudes. Et le deuxième pavé au milieu du dessin de gauche indique les incertitudes que l'on observe en réalité. Le cas numéro 1 est la VLE actuelle. Et on voit que même si on n'est pas capable de satisfaire aux exigences de la norme, à une marge entre la VLE et ce qu'on mesure au pire, avec l'erreur maximum, le cas 3 dans le pavé du milieu, du fait de la distance entre la VLE et le niveau d'exploitation. Dans le cas sur lequel nous attirons votre attention dans le futur, la valeur d'exploitation étant restée supposément la même, et les incertitudes également, on voit qu'on n'a plus de marge par rapport à la VLE abaissée au niveau des BATAL. C'est ce qu'on voit à droite, le trait tireté rosé. Les BATAL ayant été abaissés au niveau des valeurs d'exploitation sans tenir compte des incertitudes, on peut parfaitement, du fait d'une mesure dans le haut de plage des incertitudes, se retrouver avec une valeur apparemment supérieure à la VLE, alors qu'en fait ce n'est qu'une erreur du système de mesure. Alors pour y comprendre un peu plus dans ces questions, un petit rappel sur les exigences de la norme EN 14181. Elle définit 3 niveaux d'assurance qualité, les fameux CAL 1, CAL 2, CAL 3, et en plus un test de surveillance annuel pour s'assurer de ce que les appareils en ligne, on parle des mesures en continu là, sont capables d'atteindre des niveaux d'incertitude suffisamment bas. Le premier niveau, le CAL 1, c'est une certification initiale des appareils qui est faite lors de leur mise sur le marché sur un appareil et qui donne lieu au fameux certificat TÜV ou MCERT en Angleterre, TÜV en Allemagne. Il s'agit de vérifier que l'appareil est adapté à l'utilisation pour laquelle on prévoit d'en faire l'acquisition. Le niveau 2, le CAL 2, c'est une vérification que l'appareil, une fois installé sur site, a été convenablement installé et ensuite on vérifie qu'il lit bien la même chose que les appareils de référence, les fameux SRM, les Standard Reference Method, qui sont réputés dire la vérité, ou du moins donner une meilleure approche de la vérité
que l'appareil en ligne. Bon, et après, le CAL 3, on vérifie qu'il y a une absence de dérive au cours de l'année. Et puis, entre les CAL 2 qui doivent avoir lieu pour l'installation de combustion de déchets tous les 3 ans, on doit faire un test simplifié dans les années intermédiaires. Alors, une chose qui n'apparaît pas clairement à première vue, quand on regarde la norme, en l'occurrence ici EN 1481, on réalise que la SRM, en principe, doit avoir une incertitude bien inférieure à celle de l'appareil en ligne, puisque c'est avec la méthode de référence qu'on va calibrer, étalonner l'appareil en ligne. Et on s'aperçoit en regardant notamment ce schéma qui provient de la norme, que clairement, l'AMS est traité par la norme, mais pas le système d'acquisition de données. Il y a d'ailleurs 2 petites notes qui apparaissent sur la diapo et qui disent « Attention, les erreurs qui peuvent provenir du système d'acquisition et de traitement des données ne sont pas prises en compte par cette norme ». Quelle est la situation ? En fait, c'est que le SRM, comme je le disais précédemment, elle aussi n'est pas prise en compte. Donc si vous regardez le rectangle qui donne les limites de l'AMS, vous voyez que dedans, il y a l'appareil en ligne, l'AMS lui-même, et il y a ses périphériques. Et l'intervalle de confiance qui est donné par l'IED annexe 6, en pourcentage de la VLE jour, est réparti selon les normes à hauteur de 75% pour l'appareil en ligne lui-même et à hauteur de 25% pour ses périphériques, en l'occurrence pression, température, oxygène et humidité. Mais, ainsi que précédemment indiqué par la norme elle-même, rien n'est pris en compte pour le système d'acquisition de données, le fameux DAHS, et surtout, et ça c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est la pratique, rien n'est alloué pour la méthode de référence, qui va servir à étalonner le système. Donc, elle va, comme je l'ai déjà dit, inoculer dans le système son erreur et ni vu ni connu, personne n'en aura la trace. Alors, il y a 2 méthodes pour estimer les incertitudes qui sont employées classiquement. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 principales. La première est dite GOOM, du nom du guide sur les mesures d'incertitude qui décrit cette méthode, et c'est celle qui est employée notamment pour le CAL 1, pour estimer l'incertitude des appareils, celle qui apparaît dans les certificats TÜV et MCERT, et qui est fondée sur une variation le plus importante possible d'un certain nombre de paramètres, par exemple le voltage appliqué, par exemple la température. On regarde toutes ces incertitudes et on en fait la somme quadratique. L'autre est beaucoup plus pratique et c'est la comparaison des mesurages faits par les laboratoires mis en parallèle sur un même flux gazeux en l'occurrence, puisqu'il s'agit des émissions atmosphériques. Donc là, on ne fait pas varier tous les paramètres au maximum, mais on a une vue globale de l'ensemble des erreurs qui peuvent survenir. Ce tableau qu'on trouve dans l'étude INERIS est une comparaison des 2 méthodes. Et ce qui en ressort, c'est que la méthode GOOM permet donc de faire varier davantage certains paramètres, mais à la fin ne les prend pas tous en compte et donne en général des résultats qui sont bien inférieurs à ceux qu'on observe lorsqu'on met les laboratoires en parallèle et qu'on regarde ce qu'ils ont trouvé en mesurant la même concentration dans le même gaz. Alors comment ça se passe ? L'INERIS, à Verneuil-en-Alate, au nord de Paris, a un banc d'essai qui a été créé spécialement pour ça. D'une part, contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres pays, le banc d'essai travaille à partir de gaz produits par la vraie combustion et non pas par un gaz fabriqué par injection de différents polluants. Et ensuite, on a une boucle qui est organisée de manière à ce que les débits soient bien lissés dedans, avec des concentrations aussi homogènes que possible. Et il y a 12 points de mesure sur lesquels on va pouvoir mettre 12 laboratoires en parallèle, c'est ce qu'on voit sur le dessin à gauche, qui vont donc mesurer tous la même chose. Alors en pratique, ça se passe comme ça le premier jour de certification. Le deuxième jour, 6 des 12 laboratoires sont invités à faire chacun 2 mesures afin de vérifier la répétabilité intra-laboratoire. Et le troisième jour, ce sont les 6 autres qui font la même opération, de façon à ce qu'on puisse vérifier quelle est l'étendue de variation des mesures quand c'est fait par différents laboratoires.
La question qu'on se pose tout de suite, c'est de savoir quelles sont les conditions pour un bon étalonnage. Donc il y a pas mal de conditions qui doivent être prises en compte. Mais on va s'arrêter sur 2 d'entre elles. La première, je l'ai déjà dit, c'est qu'on attend de la méthode de référence qu'elle soit plus précise que le système qui va être vérifié. Ça se traduit par cette équation assez simple qui est U pour incertitude, en anglais uncertainty, de la SRM doit être très inférieure à U, l'incertitude, de l'appareil en ligne, l'AMS. Et la deuxième condition, qui semble assez naturelle aussi, c'est qu'il est souhaitable que la fonction d'étalonnage qu'on obtient après l'étalonnage de l'AMS par la SRM soit aussi proche que possible de la droite de pente 45 degrés, donc x égale y, où x est la valeur lue par l'AMS et y la valeur lue par la SRM. Alors regardons d'abord si la première condition est remplie. U SRM très inférieur à 0,5 U AMS. Vous avez dans ce tableau les valeurs de l'IED pour les incertitudes maximum pour les différents polluants mesurés en continu en pourcentage de la VLE jour, donc 10% pour le CO et par exemple 40% pour le HCl. À côté, dans la troisième colonne, vous avez la part attribuée à l'AMS lui-même. Comme je vous ai dit, 75% de la valeur allouée à l'AMS, 25% étant pour les périphériques. Et quand on compare maintenant avec les exigences des normes sur les SRM, on a quelques surprises. Vous voyez que l'exigence pour le CO de la SRM CO est de 6%. C'est quand même pas très inférieur à 7,5%. Pour le SO2, c'est pire, on demande 20%, alors qu'il faudrait avoir 15%, etc. Donc on se trouve dans une situation difficile où déjà les normes sur les SRM sont moins exigeantes, sensiblement moins exigeantes qu'elles ne devraient. Si on admet que le critère n'est pas USRM très inférieur à UAMS, mais qu'il n'est que USRM inférieur à la moitié de UAMS, on ne le remplit même pas sur la base des exigences des différentes normes. Voyons ce qu'il en est dans la pratique. Donc vous avez là un des graphes établis par l'INERIS et qu'on trouve dans son rapport d'ailleurs et qui montre les résultats pour le CO. Donc il s'agit là en abscisse de la concentration, donc sur le graphe on va de 0 à 240 mg par mètre cube et en ordonnée on a l'incertitude en pourcent de la lecture. Chaque point représente les valeurs qui ont été obtenues pendant différentes séances d'essai comme décrites précédemment. Donc vous avez une petite dizaine de semaines de tests organisés par l'INERIS. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu une douzaine de points. C'est ainsi par exemple que le premier, là, le rectangle rouge, on voit qu'il y a eu une dizaine de points qui apparaissent sur le graphe. Et puis pareil pour les différents autres. Donc on a ici une centaine de valeurs qui ont été relevées par différents labos. Et on voit que les points obtenus se rangent assez bien selon une présentation exponentielle, une courbe exponentielle, avec une incertitude relative, on est bien en pourcent, une incertitude relative qui est presque constante pour les grandes concentrations, mais qui bondit vers des valeurs extrêmement élevées dès qu'on s'approche des valeurs basses. Et en rouge, horizontal, vous avez la valeur maximum tolérée par la SRM, qui était, on l'a vu tout à l'heure, pour le CO de 6%. Donc on voit qu'en fait, les laboratoires sont dans l'incapacité d'arriver à 10% quand les concentrations descendent en dessous de 200-210 mg. Or, comme on voit le trait vertical orange, le deuxième en partant de la gauche, la VLE jour, elle est de 50 mg. Donc on est très largement en incertitude relative, au-dessus de la valeur requise par la norme pour la SRM. Alors évidemment, on est encore plus loin quand on voudrait que ce soit très inférieur à la valeur requise pour l'AMS. Ce qui est intéressant, c'est de tracer la même chose, cette fois en incertitude absolue.
Donc on a les mêmes informations, sauf qu'en ordonnée, ici, on n'a plus l'incertitude relative, mais l'incertitude absolue. On observe que, alors là, il ne faut pas regarder la droite rouge, il faut regarder la courbe noire. On voit que dans ces cas-là, quand la concentration diminue, on a une incertitude absolue qui reste sensiblement constante. Elle n'est pas tout à fait constante, mais presque. Ça, c'est très important à retenir parce que vous verrez dans les propositions que nous suggérons de prendre en considération une incertitude absolue. Alors ici, on a la même chose en incertitude relative d'abord pour l'acide chlorhydrique, le HCl, mais vous voyez quelque chose en plus, c'est que certains des points, ceux qui se trouvent dans le cercle bleu, correspondent à une concentration non négligeable d'ammoniac. Et l'ammoniac et l'acide chlorhydrique font mauvais ménage, les lectures deviennent de plus en plus incertaines pour le HCl en présence d'ammoniac. Donc on a dans la partie droite du dessin une tentative de fonction qui serait aussi probablement exponentielle pour le HCl tout seul. Mais on voit que dès qu'on ajoute du NH3, l'incertitude devient bien plus élevée et difficilement modélisable. Le résultat ici est donné en incertitude absolue. Pareil, si on regarde les petits triangles verts, on voit que la certitude absolue est à peu près horizontale, tant qu'il n'y a que du HCl seul. Et par contre, dès qu'on ajoute l'ammoniac, eh bien, on voit que les valeurs deviennent extrêmement aléatoires. Donc, globalement, à la première question, est-ce que l'incertitude de la méthode de référence standardisée est très inférieure à celle de l'AMS? Je pense qu'on peut répondre sans hésiter. Malheureusement, on en est loin. Voyons la deuxième question. Est-ce qu'on obtient, quand on fait les calibrations, une lecture très voisine, x égale y, entre les deux appareils? Alors nous avons sélectionné ici un certain nombre de graphiques qui sont issus des rapports d'étalonnage CAL2 d'un certain nombre d'usines. Le premier est tout à fait satisfaisant. On voit ici pour les NOx que l'appareil en ligne, qui apparaît donc dans l'axe des X, et l'appareil de référence, la SRM, qui apparaît sur l'axe des Y, lisent des valeurs sensiblement similaires. On voit que quand l'AMS lit 200 mg, la SRM indique 200, 205 ou 210, etc. Et en plus, les points qui ont pu être faits à différentes valeurs, vous notez que les concentrations ont pu varier pendant l'essai, sont assez alignés. Donc là, nous sommes tout à fait satisfaits, mais notez aussi le niveau auquel nous sommes. Il s'agit quand même de points entre 150 et 300 mg par mètre cube. Alors là, nous avons fait une sélection de graphiques qui montrent que la situation n'est pas toujours aussi enviable. Alors la sélection est évidemment pour montrer ces cas difficiles. Heureusement, tous les points ne sont pas comme ça. Vous avez d'abord ici, pour les poussières, sur deux lignes. On a d'abord à gauche la ligne 2 titulaire et à droite la ligne 1 titulaire. Donc on voit un petit tas de points en bas à gauche du premier graphe que j'ai agrandi un peu plus à droite, là au bout de la flèche, et qui montre qu'avec le petit nuage de points bien concentré entre 0,5 mg selon la MS et 1 mg selon la SRM, on arrive à tirer une droite qui a une pente quand même très élevée, on se demande un peu pourquoi, mais c'est à cause de la forme du petit nuage, et qui donne 2,4 de pente, y égale 2,43x, ce qui évidemment multiplie les valeurs lues par l'AMS de manière sensible. Et le plus étonnant, c'est quand on regarde la ligne 1. Là, le petit tas de points qui est à peu près dans la même zone que pour l'autre ligne a une disposition différente. Et le résultat, c'est que mathématiquement, cette fois, on va avoir une pente qui va être négative, moins 0,9477, avec en plus un petit décalage à l'origine. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le test de validité est passé. Donc les tests qui sont dans la norme pour vérifier c'est le test de variabilité, d'ailleurs pas de validité, mais qui donne la validité est satisfaisant. Bon, de toute évidence,
ces fonctions d'étalonnage ne sont pas convenables. L'exploitant ne peut pas utiliser ça. Ça veut dire que plus son appareil en ligne voit des poussières, et moins en fait il devrait y en avoir, et même dès qu'il dépasse finalement les 0,5 mg, il a une valeur négative. C'est évidemment complètement aberrant. Le problème là vient de ce que les CAL 2 et toute la norme ont été bâtis pour des valeurs plus élevées que celles-ci, et en plus, en supposant qu'on pouvait faire varier les concentrations de façon à ne pas avoir des petits tas de points comme ça, dont la forme du nuage est aléatoire et va conduire mathématiquement à des valeurs un peu ridicules. Bon, ici, on est dans une situation... Alors, ce sont des graphes qui viennent d'un peu toute l'Europe. On avait fait cette collecte en parallèle de la collecte faite pour le BREF. Là, bon, c'est sur les COT. On voit que la SRM voyait toujours la même chose, pendant que l'AMS voyait, lui, des valeurs un peu différentes. On doit être proche de la limite de quantification, mais peu importe, mathématiquement, on a pu tracer une droite qui a une pente de 1,77, pourquoi pas, mais qui, de toute évidence, ne correspond pas à grand-chose. Là, c'est le cas inverse, c'est l'AMS qui voit toujours la même chose, pendant que la SRM, elle, voyait des valeurs différentes, mais néanmoins, mathématiquement, on a réussi à tracer une belle droite qui, cette fois, a une pente de 1,96. Mais sincèrement, je pense qu'elle n'est pas représentative et je pense que vous en convenez. Sur celle-ci, on a du CO et là, on a un petit nuage de points. Le résultat est assez bon puisque x égale y, c'est la droite rose et la fonction qui est proposée, c'est la droite noire, qui est très proche de y, enfin c'est plutôt x égale y dans notre cas, puisque c'est la MS qui doit s'aligner sur la SRM qui est supposée donner la vérité. Donc pareil, on va avoir une droite qui n'a pas grand sens d'un point de vue physique. Bon, on a un certain nombre d'autres exemples comme ça. Là, c'est sur le SO2, pareil, un nuage, une droite. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de voir que si les valeurs lues sont de 1,5, la SRM, elle, pendant ce temps-là, a lu en fait entre 0,6 et 3,8, et la MS, elle, lisait entre 2,2 et 4,9. Bon. Donc la précision qu'on a dans ces zones-là est quand même pas suffisante. Qui plus est, la fonction d'étalonnage, comme je l'ai déjà dit, est sujette à caution. Bon, on est loin de la VLE actuelle pour le SO2, puisqu'il s'agit du SO2 ici, la VLE est à 50 mg. Donc ce n'est pas gênant du tout, puisque cette installation fonctionne apparemment entre quelque chose comme 2 et 5 ou 6 mg. Mais évidemment, si on lui met une valeur limite d'émission aux alentours de 5 mg, ça n'a plus du tout le même problème. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le même que précédemment, sauf que là, pour améliorer la fonction d'étalonnage, on a ajouté un gaz étalon. Et à partir de ça, on a fait cette très belle droite qui part du point obtenu avec le gaz étalon en haut à droite et qui va vers le petit tas de points. Mais quand on regarde de plus près, ce point avec le gaz étalon a été fait aux alentours de 150 mg. Donc, c'est rassurant, les appareils aux alentours de 150 mg lisent tous les deux à peu près la même chose. Mais en toute sincérité, qu'est-ce que ça signifie sur la précision de lecture dans le niveau de plage du petit nuage de points en bas à gauche? Alors ça, c'est des tests allemands, donc il n'y a pas AMS et SRM en milligrammes sur les deux axes. L'AMS est donné en milliampères, c'est pour ça que ça commence à 4. Mais donc le 4, en fait, ça veut dire 0 pour l'AMS. Et on voit qu'on arrive à faire de très belles fonctions de calibration, alors que tous les points, sauf un, étaient superposés. Et il y en a un point qui est un peu aberrant, qui est au-dessus des autres. Il n'empêche que le test de variabilité est passé et que donc le résultat qui a été trouvé est considéré comme valide au sens de la norme. Bon, pareil avec celui-là, sauf que là, il y a eu un gaz d'étalonnage qui a été utilisé et on a fait passer une droite par les deux points, encore, comme précédemment. Qu'est-ce que ça signifie sur la précision aux alentours du 0? Oui, probablement le point qui correspond au gaz a été à peu près bon, au gaz étalonnage, mais il se situe dans la zone des 13-14 microgrammes, puisqu'il s'agit du mercure. Et ça ne donne rien sur les niveaux à 2, 3, 4, 5 microgrammes, puisqu'on peut avoir des VLE maintenant qui sont à ces niveaux-là. Et le dernier exemple,
j'ai trouvé intéressant, c'est celui de cet appareil qui dit des choses relativement similaires au moment où on fait le CAL 2 en juillet 2012. On voit que quand un appareil lit 2, l'autre lit entre 2 et 3, donc on fait une belle fonction de calibration, mais on s'aperçoit que lorsqu'on fait l'année d'après le test de surveillance, les appareils ont glissé et que quand l'AMS lit 2, l'autre ne lit plus entre 2 et 3, mais il lit 7. Bon, pareil, tant que la limite est à 20, 30 ou 40, ce n'est pas très gênant. Si la limite devient 5 microgrammes, évidemment, ce genre de mésaventure peut entraîner un dépassement qui est simplement dû aux appareils. Donc, je reviens à la deuxième condition. Comme on vient de le voir, souvent, la condition X voisin de Y n'est pas satisfaite. Alors, je répète, nous avons fait une sélection là, il y a heureusement des graphes qui sont plus satisfaisants, mais on voit que la norme peut être prise en défaut et que le test de variabilité peut donner un test bon, alors que de toute évidence, la fonction de calibration n'est pas correcte. Donc l'INERIS a conclu dans son rapport que la plupart des SRM, des méthodes de référence, ont une précision qui est trop faible pour pouvoir établir une fonction d'étalonnage correcte des AMS. On ne va pas passer en revue les extraits que j'ai mis là, qui se trouvent dans le rapport, mais qui indiquent, sauf pour le NOx qui est en vert, que pour tous les autres, il faudrait des valeurs limites d'émission supérieures à celles qu'on a déjà dans l'IED pour satisfaire aux exigences et de l'IED en termes d'incertitude. Bon, ça c'est pour les autres polluants. Je vous invite à le regarder plus en détail si vous êtes intéressé. Et ça, c'est un tableau qu'on trouve aussi dans le rapport de l'INERIS et qui indique les valeurs qu'il faudrait avoir au minimum en VLE jour pour satisfaire aux exigences en termes d'incertitude. Donc vous voyez par exemple pour le CO, deuxième colonne, la VLE jour actuellement est de 50 microgrammes et selon l'INERIS, il faudrait avoir de l'ordre de 120 mg par normal mètre cube pour pouvoir satisfaire aux exigences en termes d'incertitude. Bon, et vous voyez que à part pour les NOx qui apparaissent en vert comme la condition étant satisfaite, et donc la valeur plus basse de 75 mg peut être atteinte, puisqu'aujourd'hui on a une VLE de 200, donc on a un peu de marge. Pour les autres, on est déjà en dessous des valeurs qu'il faudrait avoir. Alors en complément, l'INERIS nous a fourni quelques informations intéressantes qui proviennent en fait des standards sur des mesurages pour les mesures périodiques. Donc ça, c'est la norme européenne EN 14385 qui donne les incertitudes qui ont été observées par le CEN quand il a validé la norme. Donc c'est sur cette base-là que la norme a été reconnue applicable. On voit des valeurs qui sont quand même extrêmement élevées. Ainsi pour l'arsenic, entre 0,5 et 10 microgrammes, on a une incertitude de l'ordre de 294%. Pour le chrome, entre 1 et 100 microgrammes, on a de l'ordre de 447%. L'INERIS a fait le calcul global, puisque vous savez que les VLE sont donnés comme des sommes. Donc pour cadmium plus thallium, l'incertitude à 20 microgrammes, qui est le haut de la plage Batael, calculé sur la base de ceci, est de 245%. Pour la somme des autres métaux, l'incertitude à 340 microgrammes, qui est légèrement supérieure au haut de la plage Batael, est de 81%. Et en plus, l'INERIS souligne que ceci est fondé sur un seul essai, donc la représentativité de ces valeurs est limitée. Autre valeur intéressante à garder en mémoire, c'est l'incertitude qui a été donnée par le CEN toujours dans la norme sur les dioxines et furanes, EN 1948, pour des mesures effectuées sur les dioxines et furanes à des niveaux de 0,035 nanogrammes ITEC par mètre cube et de 12 nanogrammes. Donc on voit que pour 12 nanogrammes, on a déjà une incertitude de 36%, et pour 0,035 nanogrammes, qui est la valeur moyenne de la Batael, si je ne me trompe, on a une incertitude de 140%. Et là, pareil, l'INERIS signale qu'il n'y a eu qu'une seule mesure, donc c'est peut-être pas tout à fait représentatif, et ce qui signifie que l'incertitude peut être un peu inférieure, mais elle peut aussi être un peu supérieure. Donc, quels sont les impacts de l'étude INERIS sur la révision du BREF et sur sa mise en œuvre? La première conséquence, c'est que sur la dérivation des Batael, il aurait fallu avoir des informations sur les incertitudes.
Et la deuxième information, c'est que les incertitudes qui sont requises par les différentes réglementations, l'IED et les normes de réglementation de niveau inférieur, sont inaccessibles avec les VLE que nous avons déjà dans l'IED. Alors, surprise, surprise, évidemment, ceci n'a pas été mentionné dans les conclusions MTD pour l'incinération, ni même dans le document de référence qui vous a été présenté tout à l'heure, enfin toute une session précédente. On a réussi à avoir juste une petite référence de l'étude, mais ces conclusions n'ont pas été signalées. Dans le bref lui-même, il n'y a pas eu moyen d'avoir le moindre allusion à la question des incertitudes dans le chapitre des conclusions MTD. Après des jours, enfin des mois, des années de négociations et des jours pendant le final meeting, nous avons réussi à obtenir dans le chapitre 7, malheureusement c'est le chapitre sur les recommandations pour les travaux futurs, ce petit paragraphe qui est ici reproduit en rouge et qui dit timidement qu'on a mis en évidence qu'il peut y avoir quelques difficultés pour vérifier la conformité à cause des problèmes d'incertitude. Et autrement, le rapport INERIS ne doit être éventuellement mentionné dans une note de bas de page que dans le chapitre 3, un endroit difficile d'accès dans les conclusions. Donc l'avantage de cette phrase, c'est qu'il y en a quand même une petite reconnaissance, enfin minuscule, du problème. Et l'inconvénient, évidemment, c'est que le paragraphe est un peu faible et surtout qu'il n'est pas dans les conclusions MTD. Ça signifie aussi, entre les lignes, que la Commission européenne n'est pas très à l'aise sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le défi n'est pas un problème sur des techniques d'abattement. Nos installations sont extrêmement performantes. Je n'ai pas peur de le dire, l'incinération est un pionnier dans ce domaine. Nous avons les meilleures performances d'émissions de toute l'industrie. Le problème est un problème de mesurage, avec des appareils qui, comme on l'a vu, ne permettent pas d'avoir la précision qu'il faudrait pour les valeurs limites qui nous sont imposées. Pendant toute la durée des discussions, la Commission nous a laissé entendre et finalement dit que ces questions devaient être traitées au niveau des États membres. Alors on se demande un peu comment les États membres peuvent traiter le problème, puisque personne en fait ne sait le faire aujourd'hui. Finalement, la Commission a lancé à la fin de l'année dernière un projet de soutien à la mise en œuvre des BREF. Et un des sujets qui est envisagé, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour s'occuper de l'incertitude des mesures. Donc clairement, la Commission a enregistré le fait qu'il y avait un problème. Le projet est malheureusement un peu décevant dans la mesure où son idée, c'est de demander aux États membres qui savent faire comment il faut faire. Or, aucun État membre à nos yeux ne sait vraiment faire. Quelques-uns disent savoir le faire, mais nous pensons que c'est parce qu'ils ne prennent pas l'entièreté du problème en considération. Et pour nous, le problème reste à régler au niveau des spécialistes. Heureusement, le CEN s'est saisi du dossier. Le rapport INERIS a été présenté à la Task Force Evision en début 2018. Et l'ensemble des participants, les gens qui établissent les normes, ont conscience du problème. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, mais c'est déjà pas mal et que les gens qui s'occupent de ça sachent tous qu'il y a un problème et qu'en fait on n'est pas capable de satisfaire aux demandes des normes telles qu'elles sont exprimées et requises par les réglementations à l'état actuel. Alors bon, c'est bien que ça soit connu, c'est bien que ça soit connu des gens qui s'en occupent. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas la solution et qu'on doive quand même donner des garanties et les respecter. Le CEN est en train de développer une nouvelle norme pour la mesure du HCl gazeux et la DG Environnement est en train de faire une demande au CEN, puisque c'est elle qui pilote le CEN en fait, pour des normes sur les dioxines furanes, les PCB dioxine-lac, et puis pour une méthode qu'on appelle le sorbent trap pour le mercure gazeux total. Donc on peut espérer que les choses bougent dans les années à venir et on en aura vraiment besoin, mais il faut qu'on continue à mettre la pression
sur les acteurs décisionnaires de façon à ce que le problème ne soit pas enterré. Nous voudrions évidemment éviter un incineration gate un peu calqué sur ce qui est arrivé aux constructeurs de voitures dont on exigeait qu'ils satisfassent à des obligations qui n'étaient pas techniquement possibles. Donc nous, on a eu une approche complètement différente. On a préféré faire remonter le problème de façon que tout le monde soit bien au courant et on souhaite évidemment que le problème soit résolu au niveau des appareils de mesure. Donc les messages clés à retenir, c'est que nous sommes en pointe, que les batailles sont données sans information sur ce sujet majeur que sont les incertitudes. Celles-ci peuvent être estimées via le GUM ou via ILC, qu'en général, on se rapporte toujours à la méthode GUM, c'est ce qu'il y a dans les certificats des appareils, mais comme je vous l'ai exposé, une bonne partie, la partie principale des incertitudes, échappe quand on a l'approche GUM. L'étude INERIS a mis en évidence donc, qu'on n'arrivait pas à satisfaire ces exigences. Et la raison principale, qui n'est pas dite dans aucun document, hormis peut-être dans ce document INERIS, c'est que la façon de faire les CAL 2 n'est pas adaptée à la vraie vie. Et donc le message majeur, c'est qu'on risque d'avoir des difficultés pour mettre en évidence que les valeurs limites garanties sont satisfaites du fait de ces incertitudes qui peuvent être plus élevées qu'elles ne devraient l'être. Voilà, je vous remercie.